La société congolaise face à la mutation et au métissage culturel, eh bien, c'est les sujets qui sera abordé au cours de votre émission Mémoire du peuple. Eh bien, comment organiser une société qui change et qui doit faire face au marasme économique, qui doit en même temps essayer de booster son développement et surtout sa croissance économique. Ce sera la question à laquelle notre invité va devoir répondre. La mémoire du peuple a l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Capitaine Kassimou Adolphe, écrivain et chercheur, expert, qui est aussi auteur de plusieurs ouvrages dont La complexité de la lutte contre les antivaleurs par le changement de mentalité. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Vous avez fait l'honneur de répondre à notre invitation et on parle de cette question qui est très capitale. Alors, d'entrée de jeu, comment vous mesurez l'ampleur de votre engagement pour une nouvelle société en République démocratique du Congo? Je tiens d'abord à vous remercier de cette invitation. Et surtout aujourd'hui, le 3 mai, c'est une journée internationale de la presse. Et je voulais vous encourager, vous qui sommes dans le monde de la presse, et surtout penser à tous ces journalistes qui souffrent partout dans le monde, qui sont pris en otage à cause de leur liberté d'expression. Le message est capté, nous vous en remercions. La question des changements de mentalité en RDC, c'est une question capitale. D'entrée de jeu, comme vous venez de le dire, nous avons réfléchi sur la complexité de lutte contre les antivaleurs par le changement de mentalité. Et quand on parle de la complexité, c'est quelque chose de difficile et même compliqué. C'est comme ça que nous avons eu à réfléchir. Donc ça veut dire que c'est une lourde responsabilité pour vous, acteurs, qui êtes engagés pour l'avènement d'une nouvelle société. Donc c'est pas, vous avez du pain sur la planche. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on essaye de s'hasarder. Oui, effectivement. Changer la mentalité d'un peuple n'est pas chose facile. N'est pas chose facile. C'est pourquoi nous avons dit que c'est très complexe. C'est très complexe et il faudrait réfléchir là-dessus. Comment amener un peuple à changer une mentalité ou les habitudes ancrées depuis plusieurs années. Je le disais à l'entame de ce numéro en mémoire du peuple que vous êtes écrivain et chercheur et l'un de vos ouvrages c'est La complexité de la lutte contre les antivaleurs par le changement de mentalité. Et ici il y a une question qui nous vient à l'esprit. C'est depuis combien de temps que vous êtes engagé, que vous avez commencé à concevoir la problématique ou à concevoir l'idée d'une nouvelle société? Parce que nous le savons tous que si quelque chose s'énonce clairement, le mot aussi pour le dire vient aisément. Donc tout doit partir par une conception avant de s'engager, d'être sur le terrain. Bon, en fait, monsieur le journaliste, je peux dire que le changement d'une société, d'une nouvelle société pour moi, ça me venait à l'esprit depuis mon enfance. Je me rappelle à l'époque du président Mobutu, quand j'étais encore enfant, je me révoltais toujours. Il y avait des choses qui s'est passées même à l'école. Et donc le problème auquel on assiste n'a pas commencé aujourd'hui. Oui, moi je me révoltais toujours.
Et vous vous rappelez, à l'époque, il y avait le problème du mouvement populaire de la Révolution, où on venait prendre nos jeunes sœurs vierges, on les amène dans l'animation politique, et quand une fille rentre là, elle rentre déviergée. Alors, ça me révoltait. J'ai commencé, dès ce temps-là, à réfléchir comment amener un changement de mentalité dans mon pays, puisque ça bouillonnait en moi. Alors, je ne peux pas donner une date. Voilà. Et en fait, ça vient de très loin. Ouais. Donc, pourquoi estimez-vous que les changements de mentalité ou la mentalité est l'une des pesanteurs de la croissance économique et même du développement durable? Comment vous essayez d'expliquer cela? Merci beaucoup pour la question. Dans ce module-là, j'avais évoqué l'un des grands auteurs, un économiste, à la personne de François Pérou. François Pérou, oui. Dans son livre L'économie du XXe siècle, il avait souligné qu'il n'y a pas de développement sans changement de mentalité. Et quand j'ai essayé de réfléchir sur ça, je l'avais donné raison. Puisque la mentalité, comme ça s'est défini, cet ensemble de croyances, des habitudes. Et quand un peuple, ou bien je peux dire les dirigeants, les dirigeants politiques, c'est la classe dirigeante, a une mentalité de détournement, de vol, ou bien un peuple corrompu. Ça plombe le développement d'un pays. Alors, on ne peut pas arriver à remplir l'assiette fiscale si déjà il y a une mentalité corrompue. Les gens se laissent corrompre. Au lieu que l'argent entre dans la caisse de l'État, cet argent part dans les mains des gens. Alors, ça freine le développement économique. Et ça freine le développement de tout un peuple. C'est comme ça que nous avons estimé que l'argumentaire de François Pérou valait la peine. Que quand un peuple prend conscience et change une mentalité, c'est-à-dire que dans la mentalité, il y a les valeurs. Il y a les valeurs et les anti-valeurs. Parlant de ça, quels sont le type de mentalité exactement que vous essayez de déceler, et comment vous arrivez, vous, en tant qu'expert, en tant que chercheur, à les reconnaître? Bon, je peux dire d'abord que il y a plusieurs types de mentalités. Mais ici, dans le cadre de cette étude, nous nous sommes arrêtés à déceler qu'il y a une bonne mentalité où on trouve de bonnes valeurs. Donc une mentalité positive. Une mentalité positive. Et c'est cette mentalité-là qui peut amener au développement d'un pays. Et il y a cette mauvaise mentalité, en fait, des mauvaises habitudes auxquelles les gens se sont habitués, mais qui pensent que ça doit être comme ça. Et comme nous avons l'habitude de dire ici à Kinshasa, quand tu reproches à quelqu'un de jeter même une bouteille dans la rue, il te dit que non, ce n'est pas toi qui vas arranger le pays. Donc c'est fréquent, c'est ancré même dans la mentalité du Cunois. C'est comme ça, ça doit se passer comme ça. Ça a été toujours comme ça. Ouais. Et c'est comme ça que les deux types de mentalités, où il y a les uns qui véhiculent les antivaleurs, et il y a les autres qui trouvent que ce ne sont pas les antivaleurs qui vont amener un pays au développement. Alors, il y a cette coexistence, en fait, dans la même société.
Et parlant de valeurs ou encore de la mentalité positive, est-ce qu'aujourd'hui, il y a lieu que l'on établisse une échelle des valeurs pour toute la nation ou encore pour tout le monde? Et quelles sont les valeurs aujourd'hui, par exemple, sur lesquelles nous devons tabler? Par exemple, lorsque vous donnez les cas du Quinois, qui y a en lui, c'est qu'il y a dans son esprit ou dans sa culture l'habitude de jeter les projectiles ou encore les déchets dans la rue. Comment est-ce un tel individu peut arriver à se débarrasser d'une mentalité jugée, en tout cas mauvaise, pour arriver à intégrer une nouvelle donne pour une nouvelle société qui émerge et qui se développe? Bon, là, nous devons d'abord avoir une lecture globale ou holistique des choses. Puisque une personne qui naît aujourd'hui, qui ne sait pas ce qui s'est passé ailleurs, bon, je peux vous faire rire. Un enfant qui est habitué de manger seulement la cuisine de sa mère, il va penser que sa mère est la meilleure cuisinière du monde. Effectivement. Alors, la génération montante qui n'a pas vécu le temps de Kin Label, par exemple, et pense que la ville doit être toujours comme ça. Hein? Et quand vous le reprochez, bon, pour lui, il trouve que non, c'est normal, c'est comme ça qu'on doit vivre. Hein? Donc, il n'y a pas cette prise de conscience. Alors, pour amener au changement, hein, alors, il faudrait les acteurs. Il faudrait les acteurs qui vont amener ces peuples-là, hein, d'abord à une prise de conscience. Hein. C'est comme quelqu'un qui souffre de la malaria. Bon, si il ne prend pas la conscience que pour chasser les moustiques, hein, il faut se débarrasser des poubelles. Il peut rester des années durant en train de souffrir de la malaria. Oh, il suffit seulement de se débarrasser des poubelles et il n'y aura plus de moustiques. Hein. Donc il faudrait les acteurs. Et les acteurs, et ici nous voulons savoir, parce que c'est aussi ça le but de l'émission, c'est une émission à portée pédagogique. On veut entrer dans la maison de gens, il y a des personnes qui nous suivent, et bien, quelles sont, parlant des acteurs, les institutions ou les structures ou organisations qui peuvent être mises en contribution aujourd'hui en République démocratique du Congo pour arriver à ce changement radical de mentalité? Parlant des structures, bon, je ne sais pas si nous pouvons parler des structures étatiques ou bien des structures en général. Des structures, c'est-à-dire, on parle de structures, c'est-à-dire privées et institutions étatiques, évidemment. Ok. D'abord, la situation que la RDC traverse demande un œil regardant des dirigeants et de toute personne éprise de justice. Je commencerai d'abord par la famille, qui est la cellule de base. La cellule de base. Un enfant qui vient d'une famille avec une éducation, bon, puisque je n'aime pas parler d'une mauvaise éducation. Hein, et quand on définit l'éducation, dans l'éducation, il y a plus les vertus. Hein, donc, il n'y a pas une mauvaise éducation. Soit on peut parler de manque d'éducation ou d'absence d'éducation. Mais une personne qui est éduquée à partir de la famille, qui est la cellule de base, cette personne grandira autrement par rapport à une personne qui n'a pas reçu une éducation. Et les grands problèmes qui se posent actuellement dans notre pays, effectivement, c'est au niveau de cette famille-là, qui est la cellule de base. Nous constatons que... Comment vous jugez le comportement de parents, oui, ou encore d'éducateurs au niveau de la famille? J'en arrive. Il y a carrément une démission.
Les parents sont démissionnaires. Des parents. Hein? Il y a une démission et il y a ce que nous pouvons qualifier des familles monoparentales. C'est-à-dire que vous trouverez des familles où le papa est carrément démissionnaire et c'est la maman qui est là, qui se débrouille tant soit peu pour l'éducation des enfants. Mais est-ce que pouvons-nous condamner les parents? J'ai dit qu'ils n'ont pas la totale responsabilité. Aujourd'hui, tout revient au pouvoir organisateur. C'est-à-dire l'État congolais. L'État congolais. Je peux prendre un exemple. Un fonctionnaire de l'État qui touche à peine 200 000 francs congolais. Donc moins de 100 $ actuellement. Et il a une famille. C'est papa, quand il quitte le travail, il ne rentre pas directement à la maison. Il doit passer par-ci, par-là, se battre, comment nouer les deux bouts du mois. Et pendant ce temps, la maman est en train de vendre au marché. En fait, les enfants sont pratiquement abandonnés. Et ces enfants font l'auto-éducation. C'est-à-dire l'éducation diffuse. Oui, on ramasse dans la rue. Oui, et voilà. Ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de repères à ce moment-là. Ils passent beaucoup de temps seuls. On suit la direction du vent, selon que ça les amène, ça les ballotte. Alors, c'est cette catégorie d'enfants qui, après-demain, ils deviennent ministres, responsables, mandataires publics. Et professeurs. Mais avec quel soubassement éducationnel? Mais comment le parent arrive à échouer, ou comment les parents échouent à leur responsabilité? Est-ce tout simplement par le fait que le parent n'agisse pas autant comme il devrait le faire, peut-être en rappelant chaque fois les enfants à l'ordre, et surtout en décourageant les mauvaises pratiques, parce que c'est là aussi le gros problème. C'est-à-dire, si je suis habitué à une certaine pratique depuis une certaine période, je crois que cela devient normal, c'est la norme, alors que la réalité est autre chose. Comment vous arrivez à comprendre, vous, en tant qu'expert, cet état des choses? Non, mais c'est les journalistes. Si nous nous référons à la philosophie de Jean-Paul Sartre, il y a ce que Jean-Paul Sartre a qualifié les salauds. Les salauds, les lâches. Les salauds de Sartre, c'est-à-dire que si moi je veux priver ta liberté, je vais commencer d'abord à priver ma propre liberté. Un parent qui veut éduquer ses enfants, tu ne peux pas interdire à un enfant de sortir pendant que toi tu n'es pas à la maison. C'est contradictoire. Tu ne peux pas interdire un enfant à faire telle chose ou telle chose pendant que toi tu n'es pas là. Je disais que le temps que les parents prennent en dehors de la maison fait à ce que l'éducation des enfants soit biaisée. Bon, est-ce que pouvons-nous... et c'est pourquoi j'avais dit que non, la responsabilité est partagée. Puisqu'il y a des parents qui ont les moyens. Ce n'est pas tous les parents qui n'ont pas les moyens. Il y a des parents qui ont les moyens, mais qui ne se donnent pas à l'éducation des enfants. Donc quand il termine le travail, il est quelque part en train de prendre sa bière, bon, la maman est en train de faire autre chose, et alors nous assistons à la montée de cette société-là, en fait, sans valeur. La montée de cette société sans valeur, et depuis quand que l'on assiste à cela? On a l'impression que les sociétés, on passe, les mentalités changent aussi, c'est-à-dire au fil du temps, au fil des années. Et actuellement, nous faisons avec la nouvelle société,
on est en train d'assister à une nouvelle montée des comportements, des mentalités qui sont certes à décrier, mais qui continuent à faire le chemin. Mais quelles sont les causes, selon vous, de ce changement radical des mentalités dans le chef du peuple congolais? Je voulais qu'on puisse d'abord terminer la question suivante, et la question d'avant. Par rapport aux structures. Nous avons cité la famille. On a cité la famille, bien entendu. À part la famille, il y a l'école. Il y a l'école. Ce sont des structures, je peux dire, traditionnelles. Bon, il y a la famille à l'école. Et il y a un enfant qui quitte... Donc un enfant qui rate l'éducation au niveau de la famille, l'école peut le récupérer. Il peut être rattrapé à l'école. Mais maintenant, quel type d'école que nous avons aujourd'hui en RDC? Il y a une prolifération des écoles. Je peux dire les écoles privées. Excusez-moi, il y a des écoles qui ne remplissent pas les normes de fonctionner comme école. Bon, nous constatons que dans cette école-là, les choses ne se passent pas très bien. Et quand l'enfant rate l'éducation au niveau de l'école, est-ce qu'il y a encore les derniers remparts ou les derniers espoirs qui se présentent devant lui pour sauver l'éducation de l'enfant? Là, ça devient maintenant difficile. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Est-ce que l'Église ne jouerait pas le rôle qu'aurait perdu la famille et l'école? Bon, vous savez que ce n'est pas tout le monde qui va à l'église. Ce n'est pas tout le monde qui va à l'église, ce n'est pas tout le monde qui va à la mosquée. Donc, pour moi, un enfant devrait d'abord recevoir l'éducation dans la famille. Et s'il rate dans la famille, il peut être rattrapé par l'école. Alors pour ceux qui vont à l'église, est-ce que l'église ne jouerait pas ce rôle-là de remettre les gens sur les rails? Ok, merci pour cette question. L'église pouvait jouer ce rôle-là. Mais il faudrait aussi se poser la question, quel type d'église? Donc, partant de ce constat-là, vous parlez de la famille, dont les parents sont des missionnaires, vous parlez de l'école, où les conditions ne sont pas viables et les professeurs ou les enseignants ne sont pas assez engagés pour dispenser une bonne formation. Et en même temps, vous revenez, vous parlez de l'Église, c'est si veut dire tout simplement que nous sommes dans une société malade. Absolument. Absolument. Donc la société congolaise est malade. Absolument. Malade de ce mot, malade des organisations, malade de quoi? Je peux vous donner un exemple. Quand vous arrivez en Afrique du Sud, tout ce qui se passe dans des églises, l'État a un œil là-dedans. Ça veut dire que l'État évite qu'il y ait une déviation. Mais ici chez nous, de la même manière que les bars, les bistrots naissent, c'est la même manière que les églises naissent. Avec la même vitesse. Avec la même vitesse. Et partout. Aujourd'hui, ici à Kinshasa, vous vous étonnerez que il y a plus. Il y a presque plus. Est-ce la prolifération d'églises et bien entendu de partis politiques, est-ce un indice d'une société malade? Absolument. Vous serez invité à la conférence que nous organisons. Vous serez invité. Parce que quand je parlais de l'Église, l'État, en tant que pouvoir régulateur, devrait, je ne dis pas qu'il doit s'immiscer dans le fonctionnement d'une église, mais il doit mettre de l'ordre, mettre de l'ordre, voir qu'est-ce qu'on enseigne. Bon, est-ce que l'église remplit sa mission, voilà, de transformer l'homme
Puisque, en fait, c'est ça la mission d'une église. Une église. Quand quelqu'un entre dans l'église, hein, la personne doit être transformée. Et comme vous l'avez dit, une personne qui a raté dans la famille, qui a raté à l'école, l'église peut les transformer avec des enseignements et des qualités. Mais quand vous entrez dans une église où on ne vous parle que du voyage, de voyage, de mariage, des bénédictions, hein? Alors cette personne qui n'a pas de valeur à partir de sa famille, à l'école, il arrive à l'église, il ne trouve rien. C'est une personne perdue. Donc on peut être spirituel, suivre, respecter les 10 commandements et ne pas avoir une bonne valeur. Non, le problème, l'église doit amener la personne à être transformée. Transformée par quoi? Par Christ. Hein? Quand la personne est transformée par le puissance de Christ, pour nous les chrétiens, hein? Puisque quand vous lisez dans Romains 12, hein, on parle de renouvellement de l'esprit, le renouvellement de l'intelligence. Hein? Quand l'intelligence est renouvelée, hein, c'est que cette intelligence qui est renouvelée, il y a maintenant des valeurs là-dedans. Il y a des valeurs. Est-ce que les églises, hein, enseignent ces renouvellements-là de l'intelligence? Ça, c'est une question importante que vous avez essayé de vous la poser. Et bien entendu, vous parlez de l'église, la famille et l'école. Mais selon vous, il n'y a pas une structure entre les trois qui essaye au moins de garder l'élan. Laquelle, selon vous, entre les trois? Monsieur le journaliste... Entre l'église, la famille et l'école, aujourd'hui, nous pouvons tabler sur quoi? Quelle est encore la structure qui se recherche dans l'éducation? Bon, dans chaque règle, il ne manque pas d'exception. Quand nous parlons de l'école, hein, bon, en fait, il y a certaines écoles hein, où vous trouverez qu'ils font cet effort-là, hein, de garder encore le cap. Hein. Mais ici, je peux prendre par exemple les écoles catholiques, hein, bon, et les écoles les écoles conventionnées. Hein, bon, ils s'efforcent, hein, et là aussi il se pose un problème. Même les écoles conventionnées, tout ça, il se pose un problème de recrutement. Il se pose un problème de recrutement. Comment ça? Bon, c'est-à-dire que j'ai créé une école. Bon, je suis de l'église La Borne, j'ai créé une école. Je puise les frères ou les sœurs dans mon église. Hein? Je ne mets pas les conditions de sélection. Hein? Or, on ne peut pas prendre quelqu'un, hein, sans qu'il puisse passer par les tests, hein, qu'il remplisse quand même les conditions. Quand vous lisez la littérature sur les... Même ceux-là qui remplissent les conditions, les critères, qui sont recrutés après un test d'embauche, voilà, on constate en définitive qu'ils nous produisent la même chose, tout simplement parce que c'est toute la société qui est malade. Vous l'avez dit tantôt. Tout le monde vient de la société. Le ministre qui sont là, ils viennent de la société. Alors, c'est carrément notre société qui est malade. D'où l'impératif de recréer ou de refonder une nouvelle société en partant des théories et des techniques que vous êtes en train de donner. Oui, mais je parlais des exceptions. Hein, je parlais des exceptions. Qu'il y a dans chaque règle, hein, il ne manque pas d'exceptions. Hein. Les exceptions que je parlais, c'est par rapport aux écoles, hein, les conventionnés et tout ça. Et c'est là où j'avais soulevé une exception par rapport au recrutement. Hein, c'est juste un message que je voulais lancer, hein, à quiconque va nous suivre, que vous ne pouvez pas recruter quelqu'un dans votre entreprise tout simplement puisqu'il est votre frère ou bien il est votre sœur en Christ. On va aller rapidement. Est-ce qu'à part ça, il y a encore d'autres structures qui peuvent être mises à contribution? Vous avez parlé des structures traditionnelles, la famille, l'école. Est-ce que les institutions étatiques?
Quel serait le rôle rapidement, parce qu'on signale qu'on n'avons plus assez de temps. Actuellement, nous avons des... bon, avant, hein, il y a l'OCEP, hein, aujourd'hui Observatoire de surveillance de lutte contre la corruption. Ça, c'est dans le milieu public. ODEP. OCEP. Bon. Mais en fait, il y a plusieurs structures hein, dans des ministères. Mais dernièrement, le président a créé le CESAM. La coordination de changement de mentalité. Dont le résultat sur terrain est quand même très mitigé. Très mitigé. Très mitigé. Hein? Bon, alors, le problème, ce n'est pas le problème des structures. Hein? Et le problème, comme je l'avais écrit dans mon syllabus, là, quand on crée une structure, c'est qu'il y a des études qu'on a déjà menées au préalable. Hein? Et vous devez arrêter des stratégies. Hein? Quelles sont les stratégies? Puisque vous combattez avec un ennemi, et vous devez connaître son mode opérandum de cet ennemi-là. Hein? On ne peut pas remporter une bataille si on ne connaît pas comment est-ce que l'ennemi opère. Et il faut avoir des stratégies. Et il faut avoir les contenus, puisqu'on parle de changement de mentalité actuellement. Vous voulez dire que la coordination créée par les chefs de l'État n'a pas un contenu pouvant arriver au résultat escompté? Non, je peux dire qu'il n'y a pas de contenu. Pourquoi? Parce que la lutte contre les antivaleurs ne se gagne pas dans des bureaux climatisés. Hein? Et on ne peut pas gagner la lutte contre les antivaleurs avec des pancartes. Non. Merci beaucoup. On va rapidement chuter. Répondant à la question, le cause de ce changement de mentalité, est-ce le mondialisme, est-ce les métissages qui sont à la base de ce changement de mentalité que nous observons, auquel nous assistons depuis de nombreuses années? Oui, il y a comme je l'avais dit, la coexistence de deux mentalités hein, peut faire à ce que le jeune, la génération montante hein, puisse basculer, hein, donc laisse les valeurs hein, purement congolaises ou africaines et embrasse des valeurs européennes. Or, on ne peut pas tout copier. On ne peut pas tout copier. Hein? Mais comment maintenant arriver à ces résultats quand on sait que nous sommes un pays où il y a plus de 450 ethnies, où certaines valeurs où les valeurs entrent un peu en contradiction? Comment est-ce possible? C'est là même la grande question et la complexité. J'avais proposé... En 30 secondes carrément, on termine par là. Oui, je proposais dans mon document qu'il faut convoquer une conférence où on doit inviter les délégués de chaque ethnie avec une liste de valeurs, et des anti-valeurs. Et que l'État arrive à produire un document national hein, acceptable par tous, qui seront retenus comme les valeurs et les anti-valeurs, et l'État va sensibiliser hein, et puisqu'il y a les étapes, on n'a pas beaucoup de temps, il y a les étapes, il y a la sensibilisation hein, qu'il faut commencer, et tout ça doit être chronométré. Et le mal aussi de nos structures, c'est puisqu'on commence un travail, ce n'est pas chronométré. Toute étape doit être chronométrée. Quand on commence la sensibilisation, vous devez chronométrer. On commence telle date, on la termine telle date. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Capitaine Adolphe, d'avoir répondu à notre invitation dans Mémoire du Peuple. Je crois que vous allez encore revenir de temps en temps nous parler de cette problématique ou encore de ces problèmes de société qui se posent avec acuité chez nous. Eh bien, comment comprendre le monde qui change, comment orienter votre regard? Eh bien, c'est le besoin auquel Mémoire du Peuple répond. Nous fixons rendez-vous, mesdames et messieurs, dans un nouveau numéro avec un nouvel invité ou avec le même invité qui va revenir cette fois-là pour continuer avec le sujet. Merci de votre fidélité, restez-nous fidèles et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre page, à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos programmes. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Merci.